Trouve la cause de l'accident du vol 781, ils pourront du même coup expliquer le second drame. Durant 4 mois, ils reconstituent méthodiquement l'épave du 781. En examinant les débris, des indices troublants apparaissent. Des bouts de moquette, des cachets de la pharmacie de secours et des fragments de bagages sont retrouvés coincés dans la partie arrière du fuselage. Cela semble indiquer qu'une explosion à l'avant de la cabine a envoyé tous ces objets vers l'arrière de l'appareil. Les corps des victimes fournissent également des indices. 4 des corps retrouvés après le second accident sont envoyés à Londres pour une autopsie. Les blessures sont identiques à celles des passagers du vol 781. Fracture du crâne et poumons éclatés. Sir Arnold Hall se demande si l'appareil n'a pas éclaté comme un ballon. Après tout, les cabines pressurisées pour le confort des passagers créent une pression accrue sur le fuselage de l'appareil. En cas de défaut de structure, l'avion pourrait exploser. Pour vérifier cette théorie, les enquêteurs mettent sur pied une expérience encore jamais réalisée. L'équipe construit une maquette en plexiglas du fuselage à l'échelle 1/10. Puis, ils placent la maquette dans une chambre de pressurisation. Quand la pression atteint le même niveau qu'à 12 000 mètres d'altitude, l'équipe provoque délibérément une fissure dans le plexiglas. Les sièges sont arrachés et s'envolent dans la cabine. Les mannequins sont catapultés verticalement et leur tête vient s'écraser contre le plafond. L'expérience semble expliquer les terribles blessures à la tête qu'ont subies les victimes des 2 vols. Et les experts savent qu'un brusque changement de pressurisation aurait pu faire se dilater l'air contenu dans leurs poumons et les faire éclater. Si une décompression soudaine peut expliquer les 2 accidents, l'enquête doit rechercher la cause de la faiblesse dans le fuselage. Sir Arnold Hall décide de tester toute la structure de l'avion. L'expérience est conçue à une échelle sans précédent. Elle requiert la construction d'un caisson de compression hydraulique de 34 mètres de long, 7 mètres de large et 5 mètres de profondeur. Le 29 mai, le caisson est prêt. Les ingénieurs remplissent d'eau le caisson et l'avion. Ensuite, ils continuent d'injecter de l'eau dans l'avion pour le pressuriser comme s'il était en vol. Au bout de 5 minutes, ils réduisent la pression. Chaque essai impose à l'appareil des contraintes identiques à celles d'un vol à 12 000 mètres d'altitude. Sir Arnold Hall compte répéter l'expérience jusqu'à la destruction du fuselage, ce qui pourrait prendre 5 mois. Entre-temps, le puzzle pour reconstituer le premier appareil se poursuit. Mi-juin, 5 mois après l'accident du vol 781, l'équipe a remonté les 2/3 du fuselage sur une ossature en bois. Les fissures dans le métal confirment que l'appareil a subi une violente décompression avant de se désintégrer. D'après les fissures, il apparaît que la rupture initiale s'est produite à l'avant, entre la cabine et le poste de pilotage. Mais la cause exacte du drame reste à déterminer. Le 24 juin, les ingénieurs chargés de l'essai en caisson informent Sir Arnold Hall qu'ils ont du nouveau. Au bout d'1 mois d'essai, après l'équivalent de 3000 vols, le fuselage du Comet s'est rompu. Une gigantesque fissure suit la ligne des hublots et des portes de l'appareil. Comment expliquer cette défaillance? On avance alors l'hypothèse d'une fatigue du métal. Paul Wizy connaît bien ce phénomène.
Cette feuille d'aluminium est identique à celle de la cellule du comète, mais plus fine. Un cycle de sollicitation ne la brisera pas, mais si la sollicitation est répétée... La fatigue est causée par la flexion répétée d'un métal dans un sens, puis dans l'autre. Au bout d'un certain temps, de minuscules fissures se forment. La fissure s'agrandit régulièrement, et un beau jour, c'est la rupture. Sir Arnold sait qu'il doit trouver des preuves pour étayer cette théorie. Il lui faut une pièce du comète montrant des marques de cette fatigue. Les enquêteurs examinent la fissure qui s'est formée le long du fuselage. Ils s'aperçoivent qu'elle est partie d'un hublot de secours situé à l'avant. Cela n'a rien d'étonnant. Quand il y a une porte ou un hublot, la contrainte se concentre sur ces zones. Pour mesurer la pression exacte subie par ces zones sensibles, les enquêteurs équipent un appareil d'indicateur de résistance. Les conclusions sont effrayantes. En vol, la contrainte autour des hublots et des portes est 4 fois plus forte que sur le reste de l'appareil. Autre détail inquiétant. Les bords des hublots ont été rivetés et non collés, comme c'était prévu à l'origine. Or, ces rivets ont été emboutis sans préforage. Ceci a pu créer de petits défauts qui, au fil des vols, ont pu produire des fissures de fatigue. L'équipe d'enquêteurs de Sir Arnold Hall se rapproche du but, mais ils n'ont encore trouvé aucune trace de fatigue sur les débris du vol 781. Le 12 août, 7 mois après l'accident, un chalutier italien remonte dans ses filets un gros fragment de l'épave. Il s'agit d'une section du toit qui comprend 2 petits hublots servant à émettre et recevoir des signaux radio. Les enquêteurs inspectent ce fragment et trouvent ce qu'ils cherchaient. Près d'un trou de rivet dans le coin d'un hublot, il y a une légère fissure. Quand ils intègrent ce fragment sur l'épave, ils s'aperçoivent que toutes les fissures sont parties de ce point. C'est la preuve qu'il leur manquait. Le 19 octobre, après 6 mois de travail intensif, Sir Arnold Hall présente ses conclusions devant la commission d'enquête. Un détail fascine Paul Wheezy. En 1954, les tests pour analyser les fatigues de métal étaient rudimentaires. La dernière pièce de l'épave a été examinée avec un microscope ordinaire et les enquêteurs ont basé leurs conclusions sur leur seule expérience. Paul Wheezy se rend au musée des sciences de Londres où ce fragment d'épave est conservé. En mettant à profit les techniques du XXIe siècle, il veut voir si Sir Arnold Hall avait vu juste. Pour examiner les dégradations de plus près, Wheezy prend une empreinte avec un mastic en silicone. Puis, il place l'échantillon sous un microscope électronique. En grossissant 800 fois la fissure, Wheezy voit des détails que Sir Arnold Hall et son équipe n'avaient pu voir. Il repère un léger défaut de fabrication, probablement occasionné par l'enfoncement du rivet. C'est à cause de ça que la fissure s'est propagée. Cette image prouve qu'Arnold Hall et son équipe avaient raison. C'est bien une fissure de fatigue qui s'est aggravée jusqu'à la rupture. 52 ans après l'enquête la plus révolutionnaire de l'histoire de l'aéronautique, Paul Wheezy a la preuve que les conclusions de Sir Arnold Hall étaient fondées. En retraçant le fil des événements et en analysant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler comment l'accident du vol 781 s'est produit. « 10h31, le 10 janvier 1954. 26 minutes avant la catastrophe, le vol 781 décolle de Rome. La pose de rivet au cours de la construction de l'appareil a créé des défauts de fabrication microscopiques. Des pressurisations répétées transforment ces défauts de fabrication en fissures de fatigue qui progressent à chaque vol.
19 minutes avant le drame. Le vol 781 monte à 11 000 mètres d'altitude. La pression augmente et l'enveloppe de l'avion subit davantage de contraintes. Ojig, ici Yok Peter. 5 secondes avant le drame. Une fissure de fatigue atteint 2 cm et l'appareil explose. À 10h57, des débris du vol 781 tombent du ciel. « 35 personnes ont trouvé la mort. La douleur ne s'oublie pas. Mais les enseignements tirés de l'enquête ont été pour certains une consolation. Ça a réconforté ma mère de voir que les tests qu'ils ont effectués après le drame ont permis de prévenir d'autres accidents. 4 ans après le drame, le Comet a repris du service, mais sans jamais obtenir le succès commercial escompté. Entre-temps, l'américain Boeing a lancé un avion à réaction et s'est positionné comme le leader du marché aéronautique.